Bonjour à tous et bienvenue dans Dragon Mag. La saison est bel et bien lancée et Metz Handball a débuté par un match de Champions League. C'était un match plutôt contrasté face à Storhamar avant de continuer les ajustements en Ligue Butagaz Énergie face à Toulon. Cette semaine, pour discuter de l'actualité des jaunes et bleus, j'ai le plaisir d'accueillir une revenante, une quasi-retraitée qui a décidé de faire un dernier tour d'honneur en France, non sans perdre son instinct de compétitrice. Il s'agit d'Alison Pinault. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette deuxième de la saison. Il me fallait forcément quelqu'un qui connaît Metz Handball de fond en comble pour chroniquer dans cette édition de Dragon Mag. Et bien sûr, on fait le retour de Rémi Alésine pour la première de cette saison. Ça va, Rémi ? Il y a 14 ans, je faisais des émissions avec Alison Pinault dans une chaîne qui s'appelait Mirabel TV. Voilà, que vous connaissez bien. Je suis très content d'être avec vous. Ça a un petit peu évolué depuis, mais la passion est toujours présente. C'est les mêmes choses. Alison, avant de débuter, moi j'adore les énumérations. Donc on va jeter un œil un petit peu à ton parcours, ton palmarès. Ça peut durer quelques temps, soyez prêts, on va vous présenter la fiche. Si quelqu'un sort d'un long sommeil de 15-20 ans, eh bien, voici un petit peu. Tu as 35 ans, ce qui est un âge magnifique, personne ne dira le contraire autour de ce plateau, sans dévoiler les dates de naissance de qui que ce soit. Durant ta carrière, tu as connu 9 clubs différents, 5 pays distincts. Accolé à ton nom, on ne peut pas oublier de mentionner ce titre de meilleure joueuse du monde en 2009. Tu as connu l'équipe de France, les plus belles médailles, il en va de même en club, avec les plus beaux trophées, mais... Bon, si vous voulez la suite, faites une capture d'écran, on va regarder un Wikipédia, ça va le faire. En tout cas, pour le moment, avec les 25 minutes d'émission, on va essayer d'avancer un tout petit peu. Ce palmarès incroyable, il s'est rajouté quelque chose cet été. C'est porteuse de la torche olympique. Tu as allumé la vasque, notamment à Metz, et puis tu as fait ton apparition aussi à Paris. Ça aussi, ça a dû être quelque chose de magique dans ta carrière. Quelque chose d'incroyable, ça a été un moment suspendu. C'est vraiment indescriptible de se retrouver dans le parc des Tuileries, faire partie des dernières relayeuses ou des derniers relayeurs du coup de cette flamme. Et puis de voir Teddy Riner et Marie-Jo Pérec allumer cette vasque au milieu de ce parc. C'était vraiment fantastique. On était comme des enfants. Je pense qu'on a été les plus chanceux, les 20-22 athlètes les plus chanceux de cette soirée. On était comme des enfants. On a vu les images de l'embrasement à Metz également. Pour marquer un retour à Metz, c'est pas mal quand même comme situation. C'était la première fois qu'on te revoyait dans la ville pour embraser le chaudron place de la République. Petite ferveur quand même. Grosse ferveur. J'ai été très heureuse dans un premier temps d'embraser ce chaudron. Sur tout le parcours, les gens étaient fabuleux. On a pu voir les sourires, le bonheur que ça procure au peuple français que la flamme se soit déplacée dans toute la France. Et j'ai vécu vraiment un moment particulier, cette communion sur la place de la Rep, ça restera gravé. En tout cas, les Jeux Olympiques sont malheureusement déjà derrière nous. On va regarder vers la prochaine Olympiade. Pour nous, on va aller vers l'avant et notamment avec la première mi-temps, on va évoquer un petit peu l'actualité de Metz Handball. C'est parti. Et pour commencer cette page sportive, je vous propose de nous attarder sur le premier match de la saison en déplacement face à Storhamar. On savait que ça pouvait être un piège et Metz Handball a failli tomber dedans malgré tout. Rémi, c'est jamais évident de démarrer avec de la Champions League contre une équipe qui a un certain pédigré, qui a gagné le HF European League l'année dernière. Bah oui. Bon, ça n'a pas été simple. Bon, déjà, c'est hyper nouveau de commencer par un match de Champions League. Voilà, tu as à peine commencé la saison, tu as à peine présenté l'équipe, qu'il faut aller en Norvège, jouer contre... Une des meilleures équipes d'Europe parce qu'elle a non seulement gagné ce trophée, mais c'est une équipe qui fait plus que tenir tête à Vipers maintenant. Ce match, il est frustrant. Enfin, on était heureux à la fin parce que le scénario fait que on est heureux de récolter un match nul puisque tu avais -3 quand même à quelques minutes de la fin du match. Pour autant, moi, j'ai une petite frustration parce qu'avant le match, j'avais beaucoup de questions sur ce nouveau Metz Handball qui avait eu très peu de temps pour se préparer après les Jeux Olympiques avec énormément de nouvelles joueuses et énormément de joueuses cadres qui sont parties. J'ai été agréablement surpris du début de match, de l'intégration de plusieurs joueuses. Alors, pas de souci d'intégration pour Alison, mais de nouvelles coéquipières quand même, un nouveau contexte. Et puis finalement, on a vu ce match peu à peu s'échapper et on s'est dit que oui, on allait tomber dans ce piège-là parce que l'opposant il est fort, parce que l'opposant il a plus d'automatisme et parce que en début de saison tout peut se passer. Donc ce match, on va évoquer celui de Toulon après,
c'est pas un match encourageant, mais c'est pas non plus le match catastrophe qui aurait pu arriver pour un début de saison avec autant de nouvelles joueuses. Donc voilà, il faut se satisfaire de ce match nul, parce qu'aller faire un match nul contre une équipe redoutable en Norvège, c'est pas anodin. C'est pas le résultat qu'espère Mess Handball avec les ambitions du club, bien évidemment, mais dans la mise en route que doit être ce début de saison, c'est pas si mal. Alison, c'est une question qui peut piquer parfois un petit peu, mais est-ce que c'est Storhamar qui a vraiment brillé, qui vous a empêché de faire ce que vous vouliez, ou est-ce que finalement c'est un petit peu Mess Handball aussi qui par moment a facilité la tâche de Storhamar? Je pense que c'est un peu des deux, honnêtement. On a été en demi-teinte à certains moments, on a été très bonne à d'autres. Quand je regarde le déroulé le fil du match, à un moment donné, on a un ballon pour passer à +4, et puis finalement, tu te rends compte, quelques minutes plus tard, on se retrouve à -2. Voilà, on est en constante actuellement. Il y a un groupe qui se met en place, qui travaille. Il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. Il y a quand même des nouvelles joueuses à un poste clé, poste de demi-centre, c'est le poste du meneur. Il y a énormément d'informations aussi qu'elles doivent engranger. Et ça aussi, ça demande du temps. Il y a aussi beaucoup de jeunesse, il ne faut pas l'oublier. Commencer aussi par un match de Ligue des Champions pour lancer sa saison. En plus, à l'extérieur, c'est pas simple. En face, on avait aussi une belle équipe de Storhamar qui joue ensemble, je pense, depuis plusieurs saisons maintenant. Ils ont changé une joueuse. Qui a très peu bougé, ouais. Voilà, qui a une joueuse à l'intersaison. Ça explique quand même pas mal de choses. Je pense qu'elles ont aussi grandi depuis les 2 saisons précédentes, quand elles ont fait leur apparition en Ligue des Champions. J'ai pas d'inquiétude à avoir. Il y a eu, on est passé vraiment par toutes les phases. On s'est dit peut-être que c'est le moment où on va prendre un petit peu le large, et puis finalement on s'est retrouvé dans le scénario où on aurait pu le perdre, et à la fin on arrache ce point du match nul qui bien sûr nous frustre, mais si on est réaliste, on est très contente d'avoir arraché ce point qui, j'espère, nous permettra dans quelques mois de dire ça valait la peine d'aller jusqu'au bout. On l'a vu notamment la saison dernière avec Mess Handball. Parfois, la Ligue des Champions, c'est pas forcément une question de démarrer très fort ou très vite. C'est aussi de tenir dans la durée, d'être présent sur les matchs clés. Donc, on se fait pas trop de soucis sur la suite. On reparlera de la suite de Ligue des Champions dans cette émission, bien sûr. Il n'y avait pas le temps, de toute façon, de s'apitoyer sur ce résultat où il y a des points perdus ou des points gagnés, puisque c'est la Ligue Butagaz Énergie qui reprenait ses droits ce mercredi avec un match face à Toulon. Et Alison, après un break initial, finalement, là aussi, Mess Handball, c'est pas forcément facilité la tâche. Il y a eu un petit creux et ça a permis à Toulon de faire un petit peu douter en première mi-temps, même si après, à la fin, le score est largement en faveur de Metz. Tout à fait. Le début de match n'a pas été bon du tout. Les 10-15 premières minutes, c'était vraiment très poussif. On avait des problèmes en défense, on avait du mal à trouver notre rythme. On avait la sensation qu'il y avait un gros manque d'énergie. Alors qu'offensivement, on commence plutôt bien, mais derrière, défensivement, on n'est pas dedans. On est un peu timoré. Donc bon, mais malgré tout, l'essentiel, c'est déjà dans un premier temps d'avoir su réagir. Ça, c'est super important, d'avoir montré aussi du caractère. Et bon, à la fin, il y a cet écart de 11 buts qui est là. Mais malgré tout, forcément, on sent qu'il y a une certaine frustration parce que le club est habitué, surtout avec la saison dernière, à gagner sur un score beaucoup plus fleuve. Mais je pense que le maître mot actuellement, c'est la patience. Il y a eu des changements, il y a de la jeunesse. On est dans un système, je pense, bien huilé à Metz, avec le coach qui a des idées assez fortes et qu'il faut mettre en place. Mais ça demande aussi du temps quand on arrive dans un nouveau club. Après, surtout des Jeux Olympiques, il n'y a pas eu énormément de temps pour s'acclimater pour les nouvelles joueuses. C'est aussi à prendre en compte. En tout cas, que ce soit Camille Depuisé à la mi-temps ou Laura Flip en fin de match, on sentait qu'il y avait de l'ambition de faire mieux côté messin. Regardez un petit peu ce qu'elles avaient à nous dire. On ne voulait pas se rendre le match compliqué. Et après, match à domicile, c'est toujours un peu dur. On est tombé dans le piège au début, mais voilà, il ne faut pas que ça continue et qu'on fasse une bien meilleure deuxième période. Je suis contente de retrouver les arènes. On gagne de 11 buts. On est loin de faire notre meilleur match, mais voilà, c'est le début de la saison. Il fallait se lancer. Il fallait rentrer dans le championnat de France. Donc voilà, on le fait par une victoire. C'était important. Maintenant, il y a plein de choses à redire, mais on aura le temps d'étudier tout ça dans les jours à venir. Oui, effectivement, on a eu que finalement 3 semaines tout ensemble, avec beaucoup de changements, surtout sur la base arrière. Donc finalement, c'est un peu les arrières qui touchent le plus la balle. Donc tous les changements font que c'est un peu difficile pour l'instant, mais je ne doute pas une seule seconde que match après match, on va avancer et progresser.
Et je vous livre également une citation d'Emmanuel Maïna en zone mixte après le match. Il nous a tout simplement dit « Ce n'est pas le meilleur match qu'on ait fait aux arènes depuis 10 ans. Il faut qu'on s'accorde sur le fait qu'on a besoin de temps. On a des joueuses avec des profils différents de l'année dernière. Il faut créer des synergies entre nous. » Du temps, on n'en a pas beaucoup et il faut gagner contre Bistrita et ça ne passera pas avec ce niveau de jeu. Rémi, la notion de temps, on l'a entendu dans la bouche d'Alison, on l'entend de la part d'Emmanuel Maïnad, on l'a aussi entendu lors des interviews. Effectivement, une fois que la saison est lancée, le temps, eh bien, c'est une valeur qui coûte cher et Mess Handball a besoin de faire des ajustements. Oui, d'autant que des ajustements, et on sait très bien que le championnat peut se perdre sur un match. Il peut se perdre sur un match piège. On annonce un mano à mano entre Metz et Brest, qui sont, il est vrai, les deux équipes les plus redoutables sur le papier. Mais tu peux aller perdre contre n'importe qui, surtout dans ce début de saison-là. Vous êtes habitué, enfin Mathieu, tu l'es. Moi, j'aime pas qu'on se trouve des excuses, mais quand elle est réelle, on peut pas ne pas omettre le changement d'équipe, on peut ne pas omettre des balbutiements au poste de demi-centre, c'est normal, des jeunes joueuses, le retour de Laura Flip, d'Alison, des joueuses étrangères, Petra Vamos qui vient au poste de demi-centre. On peut pas occulter les Jeux Olympiques qui sont très proches. Voilà, dès l'instant où, évidemment, et c'est le petit bémol que je mets moi, en ce début de saison, il n'est pas forcément sportif. C'est qu'avant le premier match de la saison en Norvège à Storhamar et avant ce match de Toulon, j'ai vu Sarah Bouktit qui se plaint dans la presse de ses JO où elle n'a pas assez joué selon elle. J'ai vu un psychodrame du président de Mess Handball à propos du coach de l'équipe de France. On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Je veux dire qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Fort heureusement, le piège en Norvège, il a été évité. Fort heureusement, le piège de Toulon, il a été évité aussi parce que Mess Handball a du talent et parce que la qualité des joueuses fait qu'on peut se sortir de ce faux pas-là. Mais l'important maintenant, c'est le sportif. Peu importe le coach de l'équipe de France et peu importe la frustration de Sarah sur ces Jeux Olympiques. J'ai envie de dire que quand tout est à construire, l'important, c'est d'être sur le chantier. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que le coach y est, que les joueuses y sont. Et ce qui me rassure, c'est qu'on a tous vu le match. Et à la fin du match, moi, je m'inquiète d'une seule chose. C'est qu'il y a un manque de lucidité et que tout le monde dise ce match, il était idéal puisqu'on a gagné de 11 buts. Non. Quand tu écoutes Laura, quand tu écoutes le coach à la fin du match, c'est pas un match qui l'a satisfait. Il s'est montré très sévère. Et dès l'instant où l'encadrement et les joueuses sont lucides sur la prestation et l'entrée en jeu de Mess Handball, et c'est pas dramatique puisque c'est une victoire confortable de 11 buts, tout va bien. C'est que les pions sont là, qui vont être alignés comme il faut et que ça va monter en puissance match après match. Je vous propose de jeter un œil aux autres résultats de la première journée. Brest s'est imposé face à Chambray 28-15. La Stella Saint-Maur a fait victoire face à Mérignac 25-22. Nice a vaincu Sambre-Avesnois 25-20. Paris 92 s'est fait un tout petit peu peur face à Strasbourg à Rhenheim-Trüstersheim. Une victoire 27-26, un petit peu sur le fil. Plantecuq s'est incliné 25-30 face à Saint-Amand. Et il nous reste il y a un petit plantage, excusez-moi. Plantecuq, c'était contre Besançon 25-30 et Saint-Amand qui s'est incliné à domicile 27-30 face à la JDA Dijon. Pour Mess Handball, le prochain match, il sera européen quoi qu'il en soit face au Gloria Bistrita, l'équipe de Nyon-Niambla qui a brillé elle aussi en European League la saison passée, la nouvelle maison d'Ivana Kapitanovic qu'on connaît bien ici en Moselle et qui a fait tomber le CSM Bucarest lors de la première journée. Alison, ce match, comment est-ce que tu le vois? C'est une occasion de se lancer un petit peu plus à domicile? Je m'attends à un match très compliqué, pour être très honnête. Je pense que Bistrita est dans une dynamique similaire à la nôtre, mais ils ont joué de gros. Ils ont battu CSM Bucarest, sa première journée de Ligue des Champions. Et puis, mercredi, comme nous, ils ont joué en championnat contre le Rapid Bucarest. À l'extérieur, elles sont allées gagner là-bas. Et je pense qu'au niveau de la confiance, pour cette équipe-là, c'est une super dynamique. Je pense qu'elles sont gonflées à bloc. Maintenant, on est chez nous, on est aux arènes. Et je pense que ça va être un vrai fight, honnêtement. Ça va être à nous, justement, de montrer qu'on a les crocs, qu'on est là et qu'on veut gagner. Et que certes, on a fait ce match nul à Storhamar. Mais maintenant, il faut avancer. Il faut sortir vraiment les crocs pour aller chercher ces points, pour avancer dans cette Ligue des Champions. Mais ça va être un gros duel, à mon avis. Dynamique très positive de leur part. Et puis, même si elles ont eu quelques changements, il y a eu aussi ce parcours la saison dernière. C'est aussi un club qui ambitionne énormément de choses. Je pense aussi sur cette première année en Ligue des Champions. Donc, un adversaire que j'estime et que je pense coriace.
tout cas, on va se rappeler peut-être d'une période pas si éloignée que ça, où les arènes étaient une forteresse imprenable avec des records d'invincibilité en Ligue des Champions. Mais Handball aura peut-être l'occasion de relancer cette bonne dynamique. Il y aura aussi un déplacement à Chambray pour les Dragons dans les prochains jours. On va surveiller tout ça de très près et vous pouvez compter sur nous. On débriefera ça la semaine prochaine dans Dragon Mag. Pour le moment, on va passer à la deuxième mi-temps. Et pour cette deuxième mi-temps, je vous propose de soulever un sujet qui pourrait nous animer pendant des heures et des heures. On va essayer d'essayer de condenser tout ça. C'est la stabilité du handball féminin. Personne n'a pu échapper cet été à l'effondrement du club de Nantes. Un nouveau dossier particulièrement triste après ceux de Fleury, Bourg-de-Péage et de tant d'autres clubs en difficulté ces dernières saisons. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Nodjela Miaro, la présidente de la LFH. Et pour un petit peu lancer ces échanges, je vous propose de regarder un extrait de ce qu'elle a pu me dire. Nous évoquions la situation nantaise et les équipes à trouver. Elle m'a dit tout simplement: aujourd'hui, on ne peut pas dire que les clubs sont en danger économique malgré ce qui s'est passé. Quand il y a un investisseur unique qui met autant d'argent, il y a le risque que tout s'effondre quand il part. La bonne solution se trouve dans le mélange entre financement public et privé. Ça permet de garder un équilibre quand les éléments sont en difficulté. L'entretien est à retrouver en entier sur moselle.tv si vous voulez en savoir un petit peu plus. On a beaucoup parlé de la stabilité du handball féminin français et des perspectives d'évolution. Pour commencer, Rémi, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette situation du handball féminin? C'est encore un club en difficulté, encore un club qui s'effondre, même si ça rebondit en D2 pour Nantes. C'était quand même un challenger aux plus hautes marches du podium en Ligue Butagaz Énergie qui disparaît. Ouais, c'est assez dramatique, au vu des ambitions qui étaient celles de Nantes, au vu des joueuses qui composaient ce groupe, au vu du palmarès qui était en train de se forger ce club année après année. C'est dramatique. Et évidemment, ce que dit Nodjela Miaro, c'est que l'utopie d'un mélange intelligent entre le public et le privé, seulement la professionnalisation du handball féminin, et c'est une bonne nouvelle parce que ça permet aux joueuses, à de plus en plus de joueuses, de vivre de ce sport, d'être vraiment focalisées sur ce handball, fait que le public, le politique ne peut plus suivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les montants sont tels, la professionnalisation est telle, qu'il y a un cap qu'une municipalité, qu'une agglomération, qu'une région ne peut plus franchir. Moi, je prends l'exemple très simple. C'est pas forcément du handball, mais c'est à Thionville. Le maire de Thionville, Pierre Cuny, a décidé de booster le sport de haut niveau dans une ville de 40 000 habitants. Il l'a fait sur le foot, c'est de la N2 maintenant. Il l'a fait sur le handball, qui s'est maintenu en N, je ne veux pas dire de bêtises, en N1. Oui. Mais il ne pourra pas aller plus haut. Parce que maintenant, c'est au privé de prendre le pas. Alors, j'espère que une des incidences positives des Jeux Olympiques fait que le privé va pouvoir prendre un petit peu plus le sport local sous son aile et faire des clubs qui seront financièrement plus solides. Mais c'est compliqué, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément une culture du sport qui est prégnante chez tous les chefs d'entreprise, parce qu'il faut avoir les reins solides, parce qu'il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent, parce qu'il faut être passionné, parce qu'il faut y mettre du temps. Donc finalement, ce qui arrive au handball féminin, ça arrive même dans le football, avec des droits télé qui sont alors fluctuants, mais qui financent en partie le football. Regardez les Girondins de Bordeaux. Voilà, un club aussi solide que les Girondins de Bordeaux se casse la gueule. Donc évidemment que quand tu parles de handball féminin, alors c'est moins d'argent, c'est moins attirant. C'est pas à juste titre, hein, c'est un amoureux du handball féminin qui vous parle de ça. Donc c'est dramatique. La solution publique-privée, elle apparaît idéale. Pour autant, moi je reste persuadé que pour le public, ça va devenir de plus en plus difficile de tenir des clubs de ce niveau-là. Alison, dans ton autobiographie que j'ai ici, tu consacres tout un chapitre à ces problématiques de stabilité du handball féminin, et au long du récit, on apprend aussi toutes les péripéties dans tous les clubs que tu as traversés. C'est quelque chose qui doit forcément te parler. Tu en sais quelque chose? Oui, ça me parle énormément. Ça fait longtemps que j'évoque le sujet. C'est toujours très complexe pour le sport féminin. J'ai tendance à dire que c'est souvent un problème de business model aussi également. Aujourd'hui, c'est sûr que ça fait mal de voir que le club des Neptunes de Nantes a été rétrogradé. Ce qui est toujours compliqué quand on a un investisseur unique, c'est que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu avec des grosses ambitions et que quelques années après, il y a quelqu'un qui reprend derrière et qui n'est pas forcément sur la même lignée, c'est la dangerosité justement pour les clubs. Il faut trouver cet équilibre-là, mais comme l'a dit Rémi, les institutionnels, les pouvoirs publics ne vont pas pouvoir dépasser un certain seuil. Et c'est là que les clubs féminins, finalement, se retrouvent un petit peu, ou même grandement fragilisés,
Parce que comment on arrive à vendre le sport féminin, le handball féminin, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on met en face. Il y a vraiment une question qu'il faut se poser et il faut tourner, je pense, le problème dans tous les sens. Je pense qu'aujourd'hui, on ne prend peut-être pas la question dans le bon sens. C'est sûr qu'il y a une question d'argent, mais il y a une question d'argent, certes, mais il faut aussi se mettre à la place des gens qui potentiellement ont envie de s'inscrire dans un club et on dit, moi, j'ai envie, ça m'intéresse, mais qu'est-ce qu'on propose en face ? Demain, on l'a bien vu avec le football. Le football veut des droits télé qui sont faramineux, qui sont pharaoniques. Mais de l'autre côté, on nous dit, ouais, mais il n'y a pas assez de nombre d'abonnés. Et c'est logique. S'il y a un montant, de l'autre côté, il faut en face avoir quelque chose qui est égal. Et donc, je pense que la difficulté aussi du sport féminin, elle est là. C'est-à-dire qu'on veut des choses, on attend que les gens nous tendent la main et nous disent, mais qu'est-ce qu'on propose dans ce cahier des charges, entre guillemets, pour attirer des gens et leur dire, certes, il y a une équipe, certes, il y a une vitrine, mais il faut beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, ça ne suffit pas de dire on est tel club, on a ci, on a ça. Les gens, ils veulent autre chose. En tout cas, il y a une recherche. C'est pas juste de venir et de mettre sa pancarte et dire ouais, j'appartiens à tel club. Non, il faut beaucoup plus que ça pour convaincre les gens. Il faut aller plus loin. Il faut aussi peut-être leur demander quelles sont leurs réelles attentes. On le voit bien, par exemple, dans le sport américain, il y a beaucoup de revenus annexes. Et c'est ce qui aussi leur permet finalement d'attirer un public qui n'est pas spécialisé simplement en disant je vais voir de la NBA, je vais voir un match de NBA, je vais voir un match de NFL ou de hockey. Il y a tous ces accessoires entre guillemets autour qui aussi permettent au club d'avoir des revenus annexes qui leur permet aussi de développer leurs infrastructures. Il y a quelques années, tu t'étais investi du côté de la Saint-Maur dans le développement du club. Tu avais marqué ta volonté de le faire aussi avec Crime avant de finalement t'engager avec Messe Handball. C'est quelque chose qui pourrait animer ton après-carrière, ce développement des clubs, cette envie de mettre en avant ce qui se fait de bon autour du handball féminin ? Oui, tout à fait. Je m'en suis jamais cachée. J'ai une expérience de longue date, je pense, parce que j'ai voyagé dans énormément de pays, j'ai vu énormément de clubs. C'est le moment où je vous renvoie vers la capture d'écran du début de l'émission. Et du coup, je connais les attentes des clubs, je connais aussi leurs difficultés, je sais quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien, je connais les difficultés que les joueuses rencontrent. Je pense que l'économie du sport féminin en général, c'est vraiment un équilibre qui est très fragile. Mais souvent, quand je vais dans les clubs, je vois bien que le développement, il est très limité. Je veux dire, très souvent, les clubs ne font pas de marketing, ils essaient de vendre en gros leur équipe phare, leur vitrine, et il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est compliqué d'attirer du monde dans ces conditions, et encore plus des fois quand on est dans les petites villes. Voilà. Donc, c'est sûr que j'ai cette volonté de m'inscrire dans un développement. Est-ce que j'aurai l'opportunité ? Est-ce que je vais me la créer moi-même ? J'en sais rien du tout, mais en tout cas, de mon côté, j'ai ce souhait, vraiment. Ce qui est frustrant, c'est que s'il y avait un désintérêt pour le handball féminin, voilà, on pourrait acter le fait que ça n'intéresse pas, que c'est un spectacle qui n'intéresse pas. Or, il n'a jamais été aussi fort, l'attrait pour le handball féminin, notamment grâce à l'équipe de France. Alors, parce que c'est facile, nous on est à Metz, on a l'impression que cette ferveur, elle est là depuis 30 ans. Non. En France, il faut la gagner. Or, on a vu que les matchs de préparation des JO, il y avait des salles qui faisaient des salles pleines dans des bastions qui ne sont pas des bastions de handball féminin. Donc, les gens ont envie de s'identifier à des handballeuses et ont envie d'aller soutenir des équipes parce que le premier financeur, c'est le public. On parle des abonnements télé, mais qui paye l'abonnement de télé ? C'est le public. Qui va acheter le suite, qui va acheter des places pour le match de demain contre Bistrita ? C'est le public. Donc il est là le terreau. Seulement derrière, on est face à un modèle bancal qui paraît presque insoluble. Alors, insoluble. On pourrait parler de ligue fermée, c'est vrai, à l'américaine, comme tu le dis, Alison, mais comment financer cette ligue ? Comment trouver aujourd'hui en France des sponsors qui aient les reins solides, qui aient l'investissement nécessaire pour qu'une ligue de handball féminin, pourquoi pas, puisse voir le jour. Voilà, on parle beaucoup de Paris 2024. Maintenant, l'enjeu, c'est d'en faire un héritage. Et pourquoi pas, dans la multitude de branches de cet héritage, essayer de rendre plus solide un spectacle de sport, pas seulement le handball féminin, qui intéresse. Parce que le public, en France, il demande qu'à se passionner pour le sport. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument s'appuyer.
Une chose est certaine, il y a encore énormément d'avancées à faire du côté du handball féminin, du sport féminin, que ce soit d'un aspect économique, comme on a pu l'évoquer, mais aussi sociétal, la perception du sport et la manière dont les joueuses et leur carrière sont traitées. On pourrait en parler pendant des heures, je l'ai annoncé en début de section, mais malheureusement, le temps nous est compté. Cette émission est toujours bien trop courte, on ne le dira jamais assez. Avant de conclure, j'évoquais tout à l'heure ce livre, ton autobiographie, Alison. C'est pas du tout un contenu sponsorisé, etc., mais je ne peux que vous le recommander, puisque si vous avez envie de plonger dans ce qu'est une carrière de sportif, savoir un petit peu comment ça se passe dans les différents clubs, et on y apprend beaucoup de choses aussi sur la manière dont évolue le handball féminin sur ces dernières années, je peux que vous recommander de prendre ce livre. Il est édité par Les Sportives. On touche déjà à la fin de cette émission, effectivement. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau. On aura encore l'occasion de discuter de tout cela, que ce soit de l'actualité de Metz Handball, des résultats sportifs, mais aussi de tout ce qui entoure le handball féminin. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour un prochain Dragon Mag. À la semaine prochaine.